Comment mesurer la qualité d'une entreprise? Alors, l'auteur en question, Philippe Leblanc, partage avec nous ici 4 facteurs pour mesurer la qualité d'une entreprise. L'article a été écrit en mai 2021. Donc, il date peut-être s'il y a des exemples ici sur des entreprises lambda ici, mais le fond est important. Donc, on va le commenter en date d'aujourd'hui. OK? Moi, je vais le commenter. Et l'article ici est écrit à la première personne. Je rappelle que l'auteur en question a écrit 2 livres et si vous voulez soutenir son travail, vous pouvez acheter les 2 livres en question. C'est un gestionnaire de portefeuille. D'accord? Je pense qu'il a une très bonne performance également, entre 15 et 13% si je ne me trompe pas depuis plusieurs années. OK? Je pense qu'ils sont essentiellement dans du value investing. D'accord? Donc, dans mon plus récent blog, j'ai parlé de 2 habitudes qu'un investisseur devrait acquérir afin d'augmenter la marge de sécurité de ses décisions d'investissement. La première était d'établir une fourchette d'évaluation qui va d'une évaluation pessimiste à une évaluation optimiste. Rappelez-vous, sur les premières vidéos que je faisais sur Top Invest, vous pouvez retourner sur les premières vidéos, j'avais 3 hypothèses. Une hypothèse optimiste, une pessimiste et une hypothèse de base. OK? Et généralement, il est de nature d'accorder à peu près des probabilités par rapport à ces différentes hypothèses-là. L'hypothèse pessimiste, 25% de probabilité que ça survienne. L'hypothèse optimiste, disons 25% de probabilité que ça survienne. L'hypothèse de base, ici, 50% de probabilité. Ne venez pas me poser la question maintenant, les probabilités, on se base sur quoi, etc. C'est vraiment subjectif. OK? C'est vraiment subjectif. Donc, par rapport aux hypothèses d'investissement derrière, parce que quand je parle d'une entreprise, le quantitatif, d'accord, est toujours soutenu par le qualitatif. OK? Si vous avez une entreprise qui a l'habitude de croire qu'ici de 10% en moyenne, mais qui est en train de croire qu'aujourd'hui de 20% parce qu'il y a une période exceptionnelle, ça va peut-être, le 20% en question par rapport à la croissance, ça sera peut-être votre hypothèse optimiste. Mais il y a 25% de chances que ça survienne. Donc, on va rester sur l'hypothèse de base qui est à peu près à 10% de revenus. Et si l'entreprise ici, l'hypothèse pessimiste, ça sera peut-être une entreprise qui va croire qu'au même niveau que l'inflation si l'entreprise a un pricing power. Bref, où est-ce que je veux dire? Donc, il faut toujours avoir 3 hypothèses d'investissement. Ici, aujourd'hui, je ne le fais plus. Hein, d'accord? Je prends toujours l'hypothèse de base généralement. D'accord? Mais il y a toujours, à chaque fois que je vais analyser une compagnie, j'en aurai toujours 3 personnellement. OK? Et les 3 ici doivent être adossés sur des éléments quantitatifs et qualitatifs. La deuxième consistait à se concentrer exclusivement sur les titres d'entreprise de grande qualité. Premièrement, avoir une fourchette d'évaluation qui va de l'évaluation pessimiste à une évaluation optimiste et se concentrer essentiellement sur les entreprises de qualité. Alors, mais comment savoir si une entreprise est de grande qualité? La qualité d'une entreprise est subjective et dépend du point de vue de chaque investisseur. Ah oui, et il faut qu'on s'asseye. Investir, c'est plus un art qu'une science. Investir, c'est plus un art qu'une science. La science, ça sera sur le point quantitatif. Et ça, c'est la partie, quand je dis toujours, c'est la partie la plus facile. Vous avez vu, aujourd'hui, je fais des analyses quantitatives en 3 minutes. Peut-être même parfois en 2 minutes, parfois même en un coup d'œil. Je vous dirais même que parfois, ce n'est même pas la première chose qui m'intéresse. C'est toujours la compréhension du business model. OK? Si je ne comprends pas l'entreprise, ça ne me sert à rien d'aller regarder les chiffres. OK? Parce que je ne serais pas à l'aise à garder cet investissement-là. Donc, je passe plus de temps à la lecture des rapports financiers. Donc, pour revenir à la qualité sera toujours subjective. D'accord? La qualité sera toujours subjective. Là où moi je considère par exemple que nous avons une entreprise qualitative sur une compagnie comme CarMax, certains me diront qu'il n'y a pas de free cash flow, il n'y a rien dessus, ce n'est pas une entreprise qualitative, je passe à autre chose. Mais CarMax, moi je dirais, je sais pourquoi je pense que c'est une entreprise qualitative. D'accord? Non seulement on a une culture d'entreprise qui est 5 étoiles dans le secteur d'activité. Vous pouvez aller voir, par exemple, ici, avec la satisfaction des employés, on va le dire comme ça, commençons par là. Et ensuite, les clients, qu'est-ce qu'ils disent de CarMax? D'accord? Ceux qui ont tendance à aller faire du commerce, faire affaire avec CarMax ici. Vous allez également voir que c'est une entreprise qui est leader de son secteur d'activité alors qu'elle ne détient même pas 10% de ce secteur-là. Elle est leader de très très loin. Et c'est un secteur en pleine consolidation. Donc je sais que sur CarMax, la croissance est là. Payer CarMax en date d'aujourd'hui, c'est la payer à sa juste valeur actuelle par rapport aux éléments qu'on en date d'aujourd'hui. C'est une entreprise qui va avoir tendance à souffrir également. Donc je m'attendais à ce que le prix soit de plus en plus bas. Mais ça ne me dérange pas de l'acheter en date d'aujourd'hui. Mais si on s'assoit sur les éléments quantitatifs de CarMax,
Il n'y a rien à voir, en fait. D'aucuns diront, mais il n'y a pas de free cash flow. Bye. En plus, elle est très endettée. Bye. Encore au niveau de la dette, on peut s'asseoir 2 minutes et se rendre compte que la dette, en fait, elle est très particulière dans cette compagnie. Et là, sur le plan quantitatif, vous ne pouvez pas le voir. Si je m'étais juste limité aux éléments quantitatifs ici, je serais passé à côté d'une opportunité d'investissement selon moi. Et si je m'assois encore pour regarder, par exemple, disons le retour sur les capitaux investis, je pense également que je vais rater quelque chose parce qu'ils sont clairement faméliques. Donc, quand vous investissez en bourse, le quantitatif, c'est très bien. Mais connaître également la raison derrière chaque chiffre, c'est mieux. OK? Donc, c'est pour ça, par exemple, que je ne serai pas très dogmatique par rapport aux chiffres. Je peux donner un avis quantitatif ici, mais je sais à peu près quelles sont les limites du quantitatif. Et j'ai du mal à appeler une analyse quantitative une analyse fondamentale. Parce que je sais à quoi ressemble une analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est plus du qualitatif que du quantitatif. Et le qualitatif va s'appuyer ici sur la qualité du management. On va questionner ici la compétition. On va même regarder les produits en question. Est-ce qu'on a un pricing power? Est-ce qu'on est capable de croître? Est-ce qu'on peut résister aux récessions? Est-ce qu'on est protégé par rapport à la disruption ici? Par rapport au pricing power, quel est le degré de pricing power, quel est le type d'avantage concurrentiel qu'on a? Parce qu'il ne suffit juste pas de dire ici que les marges sont élevées, donc il y a un avantage concurrentiel, on a un pricing power. Il provient d'où? Pourquoi est-ce qu'on a la capacité d'augmenter les prix? Et le pricing power ici paie qu'un pricing power, paie uniquement avec un pricing power. Je dirais, c'est pas que vous avez la capacité d'augmenter les prix, mais vous avez les coûts les plus bas du marché. Ce qui vous permet ici d'avoir les marges les plus élevées. Parce que le prix, vous ne le fixez pas. Et dans quel type d'entreprise on peut retrouver ça? Dans les minières. Par exemple, Rio Tinto, BHP Billiton ont des coûts de production les plus bas du marché dans leur secteur d'activité. C'est pour ça qu'elles ont des marges assez élevées. OK? Donc, quand on regarde une entreprise, c'est le qualitatif qui prime. Alors, je continue avec l'article en question. Voilà, il est là. Voilà. Donc, la qualité d'une entreprise est subjective et dépend du point de vue de chaque investisseur. Je me permets néanmoins de vous présenter les facteurs qui, pour moi, font qu'une entreprise est de grande qualité ou bien une entreprise soit de grande qualité. Enfin, c'est écrit ici en langage québécois. D'accord? Donc, les puristes, s'il vous plaît, pardon. C'est pas moi qui l'écris, je lis juste. OK? Libre et en fait, on s'en fout, c'est parce que c'est le fond qui nous intéresse. OK? Je ne dis pas que le français n'est pas important, hein, d'accord? C'est important de bien s'exprimer, de bien parler, de savoir également écrire, même si aujourd'hui c'est un peu difficile parce on abrège tout, on fait énormément de fautes, moi le premier d'ailleurs. Libre à vous d'en incorporer quelques-uns à vos critères d'évaluation. La durabilité du modèle d'affaires sur le business model. D'accord? Pour l'investisseur à long terme, la durabilité des entreprises prend une importance capitale. Nous cherchons à investir dans des entreprises qui sont en mesure de réaliser un rendement de leur capital élevé pendant de nombreuses années. Or, pour y aspirer, il est préférable que le modèle d'affaires d'une entreprise soit protégé par des avantages concurrentiels durables qui agiront en quelque sorte comme des barrières à l'entrée pour d'éventuels concurrents. De telles barrières peuvent provenir d'une marque de commerce reconnue, forte. Et quand on parle de marque de commerce ici, d'accord, donc c'est un actif intangible, ok, donc ça vous donne ici un pricing power. Si vous avez une marque de commerce sans capacité d'augmenter les prix, vous n'avez pas un avantage concurrentiel. D'accord? Des coûts d'exploitation bas, découlant d'économies d'échelle, ok, donc généralement ici, plus, vous allez voir ici, généralement, les économies d'échelle, vous allez les rencontrer sur quel produit. Je pense que Costco dégage des économies d'échelle. D'accord? Plus ils sont gros, mieux c'est, parce qu'ils peuvent écouler énormément de volume. Ils sont de plus en plus efficients. Et donc, ils peuvent également se permettre de payer en retard, de payer avec un décalage ici fournisseurs. Donc, prendre ici la marchandise à crédit, la vendre et payer le fournisseur. Ça, c'est un avantage concurrentiel dans le commerce au détail. OK? D'une protection créée par la réglementation ou par les brevets. Par exemple, vous avez des compagnies comme Mackesson. Vous ne pouvez pas vous engager dans l'activité que Mackesson fait ici aujourd'hui sans l'aval du gouvernement américain. Donc, on est protégé. Vous allez voir des entités ici, comment on appelle encore ça, dans les compagnies pharmaceutiques.
C'est pas facile si vous n'avez pas de brevet. Les médicaments ils sont protégés par des brevets. Mais dans ces compagnies-là également, les brevets arrivent à expiration, etc. Donc ça peut être une arme à double tranchant. L'effet de réseau. Plus les gens utilisent vos coproduits, plus il a de la valeur. Généralement, vous allez retrouver ça dans les softwares. J'ai déjà parlé ici d'avantages concurrentiels plusieurs fois. Il y a des vidéos qui traînent sur la chaîne. Des coûts de permutation élevés. Donc, c'est-à-dire ici que qu'est-ce que ça veut dire un coût de permutation? C'est-à-dire que quand en fait, un coût de permutation élevé, ça veut tout simplement dire que le fait de changer le produit de fournisseur peut entraîner des risques et peut entraîner des coûts élevés au niveau de la formation, etc. Par exemple, Intuitive Surgical, les robots utilisés ici par les différents... une fois que le médecin s'est entraîné sur un type de robot particulier, pourquoi est-ce qu'il va aller changer pour un autre parce qu'il coûte moins cher? Ça va coûter cher en termes de formation du personnel, etc. C'est la même chose que vous avez ici avec les produits vendus par Dassault Systèmes. Une fois qu'ils sont formés avec ces produits-là, ils ne veulent pas utiliser ceux de la concurrence. OK? Ça va prendre du temps. Par exemple, si quelqu'un utilise Adobe Premiere Pro, et que vous lui demandez d'utiliser ici les produits Final Cut Pro, il va vous dire, ben non, s'il faut encore apprendre comment est-ce qu'on va l'utiliser, etc., ça va consommer du temps. Tout simplement, même si le produit est moins cher. D'accord? Donc, pour ma part, c'est l'auteur qui le dit, je privilégie aussi les entreprises dont les activités sont peu sujettes aux changements technologiques majeurs. Vous comprenez ce que je veux dire. Dans le contexte actuel, ça se vérifie. J'ai été actionnaire de Intel. Je détiens encore quelques actions, mais c'est risible à la fin de la journée. Je ne considère même pas ça. Et pendant ma période de détention d'Intel, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je n'aime pas ces entités-là. OK? Le changement technologique peut arriver très rapidement. Même si NVIDIA est aujourd'hui à la pointe de la technologie, dites-vous que NVIDIA hier était en retard. Pour qu'NVIDIA se retrouve ici aujourd'hui, il a fallu que d'autres entités fassent des erreurs. Et NVIDIA pourrait également se retrouver en deuxième position demain, dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ou bien demain, on n'en sait rien du tout. Ça change trop vite. Pourtant, un produit comme les produits vendus par Cadence Software, ça ne va pas trop changer. TSMC, ça serait, Taiwan Semiconductor, ça serait un tout petit peu difficile. ASML, pour le moment, ils ont un avantage compétitif par rapport aux produits qu'ils vendent. Les concurrents n'arrivent pas à les suivre au point où ils ont même abandonné. Mais ça ne veut pas dire qu'un concurrent ne travaille peut-être pas sur la prochaine, le next big thing. OK? Donc, quand il y a beaucoup de changements technologiques, on n'aime pas trop ça. Les garages resteront des garages. Donc, Boyd, ici, va continuer à faire de l'argent. Assurance restera assurance. Banque restera banque. OK? On aime bien les business qui ne changent pas beaucoup. Donc, je recherche autant que possible des sociétés dont les produits ou les services sont essentiels et durables. Donc, la durabilité du business model, c'est important. Et quand on parle de durabilité du business model, les entreprises ici dans le segment ici des médias ou divertissement, comme Disney, le modèle d'affaires est un peu balbutiant en date d'aujourd'hui et en difficulté. Parce que la façon de consommer le média a changé, est en train de changer. Et ils n'ont pas vu, ils ont négligé le streaming. Aujourd'hui, ils essayent de se rattraper, mais voilà, ça sera très compliqué. Or, Netflix est en train de maximiser son rendement aujourd'hui parce que Netflix a pris le virage du streaming il y a plus d'une dizaine d'années. À l'heure où les autres ont commencé il y a 3 ou 4 ans, Netflix est à des années de lumière, à une longueur d'avance ici. Donc, où Netflix se retrouve croule sous le cash, d'autres entreprises ici croulent sous les dettes. Donc, seront obligés de consolider, etc. Vous allez également voir dans les compagnies de tabac. Même si dans le tabac, il y a des alternatives qui commencent à émerger, notamment ici les sachets de nicotine qu'on met sous la langue. Ça marche de plus en plus du tonnerre. Ça pourrait remplacer littéralement les cigarettes bientôt. Donc, quand on regarde du Philippe Maurice, du Alkir, on se dit « Oh, les cigarettes, ça baisse, etc. » Non. Faites attention, le modèle d'affaires, ils ont peut-être trouvé la solution. Et donc, les entités actuellement sont peut-être extrêmement sous-évaluées. Un rendement du capital élevé. Il y a généralement 2 manières pour une entreprise d'obtenir un rendement du capital élevé. Dégager une marge bénéficiaire après impôt élevé ou en tournant son capital ou son actif rapidement. On va en parler un jour.
pour je pense que ça sera plus visible ici avec l'équation de Dupont. Une entreprise comme Pfizer réalise un rendement de capital élevé grâce à une marge bénéficiaire élevée, alors qu'une entreprise telle que Costco réalise le même exploit grâce à un taux de roulement élevé de son actif. De notre côté, nous favorisons les sociétés qui nécessitent peu de capital et qui sont en mesure de croître à un rythme élevé sans avoir à investir des sommes importantes en immobilisation. Pfizer vs Costco, je préfère Costco. Un marché potentiel important. Vous pouvez avoir un très bon modèle d'affaires, un rendement sur les capitaux élevé, mais si vous n'avez pas un marché potentiel important, ça va être compliqué. OK? C'est peut-être le problème que WD-40 a aujourd'hui. C'est une entreprise qui a un produit extraordinaire, très demandé, rendement sur les capitaux investis très élevé, mais la croissance n'est plus là aujourd'hui. D'accord? Les relais de croissance, le marché est presque saturé. Là, elle est obligée peut-être de faire des acquisitions à gauche, à droite, comme ça. On ne sait même pas si ça va fonctionner. Mais le business model primaire est extraordinaire. Mais il est juste, c'est un marché de niche. OK? Alors, on revient sur notre article. Donc, c'est bien d'avoir un business model durable. C'est bien d'avoir ici un retour sur les capitaux investis. Mais il faut coupler cela avec une taille de marché énorme. Et c'est ce que je disais tantôt ici avec des entités comme LKQ, avec des entités comme CarMax, modèle d'affaires intéressant. Le retour sur les capitaux investis, on peut le manipuler d'une certaine façon, mais la taille du marché est là. OK? Donc, on continue. Un marché potentiel important. Pour croître, pendant de nombreuses années, une entreprise devra s'attaquer à un marché de taille importante ou qui affichera une croissance importante pendant de nombreuses années. Booking. Et j'ai parlé des avantages de Booking et des inconvénients de Booking. Booking est différent d'Expedia. OK? Vous pouvez retrouver les premières vidéos, j'en ai parlé dessus. Mais la taille du marché est tout simplement énorme ici. Visa et Mastercard également, c'est la même chose. On m'a demandé la dernière fois, quand j'hésitais entre Visa, Mastercard, PayPal, je préfère vous laisser PayPal, je prends du Visa et Mastercard et je m'arrête là. Vous revenez avec du Adyen, etc. Je reste sur du Visa et Mastercard, même au multiple actuel. Et je vous ai présenté une note d'analyse sur ces entreprises-là, il y a quelques temps. Et ça ne change pas à 40 fois les bénéfices. Tout simplement parce que si vous allez au-delà des chiffres, il y a des informations que vous aurez, que vous ne pouvez pas voir en vous limitant sur les 40 fois les bénéfices. Mais ça, ce n'est que mon avis, je peux également me tromper. Vous pouvez également attendre 20 fois les bénéfices sur du Visa et du Mastercard, mais comme le disent souvent certains, la probabilité que ça arrive est très peu élevée. Mais ce n'est pas impossible. Attention, ce terme-là n'existe pas en bourse. OK? Une entreprise devrait également avoir démontré sa capacité à innover en réinvestissant ses bénéfices dans des projets de croissance attrayants. D'accord? Il ne suffit juste pas de dégager du cash. Mais si vous décidez de réinvestir ce cash-là, il faut l'investir ici avec des rendements élevés. Au moins équivalents à ce que vous aviez l'habitude d'avoir. Sinon, vaut mieux distribuer le capital en question. Une équipe de direction solide. Donc, durabilité du modèle d'affaires, rendement des capitaux élevés, un marché potentiel important, une équipe de direction solide. Voilà 4 points que vous pouvez déjà utiliser quand vous allez évaluer une entreprise sur le plan qualitatif. Est-ce que je comprends le modèle d'affaires? Est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Est-ce que les rendements sur les capitaux investis sont élevés? Et ici, je ne parle pas juste des marges. On ne parle pas des marges ici. Parce que j'entends souvent des gens dire, oui, il faut que l'entreprise ait des marges au moins de 10%, etc. Il y a des entreprises qui ont des marges de 1%, je dis bien de 1%, et qui sont leaders sur leur secteur d'activité avec des avantages concurrentiels, et des barrières à l'entrée élevées, et qui ont des avantages concurrentiels dans ce secteur d'activité-là. Comme par exemple McKesson. OK? Vous comprenez peut-être pourquoi je n'utilise pas souvent les screeners. Screener, c'est bien, mais en fait, moi, mon meilleur screener, c'est d'aller dans chaque secteur d'activité et aller ligne par ligne étudier ces entreprises-là. Je l'ai fait ici avec les compagnies dans le segment des détaillants automobiles, les concessionnaires automobiles. Je suis allé ligne par ligne sur les entités qui, enfin, avec un revenu particulier, peut-être un revenu d'1 milliard ici, dans ce secteur d'activité. Et j'ai pu sélectionner 3 ou 4 entreprises qui vont avoir tendance à rentrer dans ma watchlist. OK? Je ne suis pas allé prendre un screener lambda comme ça, etc. J'allais me retrouver avec des entreprises ici, des vendeurs de véhicules qui n'ont pas de free cash flow. Donc,
C'est bon les screeners, mais il faut souvent faire attention à avoir des limites strictes. Donc moi, quand je vois 7 fois, il faut que l'entreprise échange ici un debt to equity. Déjà, je ne sais même pas qui utilise encore le debt to equity aujourd'hui. Clairement, les gens qui ont eu l'habitude de lire uniquement le livre sans toutefois comprendre qu'est-ce que cette formule quand est-ce que le livre a été écrit et est-ce que cette formule est adaptée aujourd'hui. Le debt to equity, c'est tout les entités ici, les entités industrielles. Aujourd'hui, on ne l'utilise même plus. Donc, pour moi, je vais reprendre ici la valeur de l'entreprise sur la dette nette sur EBITDA et de préférence la dette nette sur le free cash flow moyen. Et imposer une limite comme quoi je veux une entreprise qui rachète la dette ici en moins de 10 ans. Et encore sur la dette, on sait qu'on doit regarder coût variable, coût fixe, taux variable ou taux fixe, échéance, covenant. D'accord? Donc, on continue, on termine juste l'article ici. En gros, je recherche des entreprises dont les dirigeants affichent une longue feuille de route de création de la valeur pour leurs actionnaires et qui, idéalement, sont d'importants actionnaires de l'entreprise qu'ils dirigent. Donc, il veut des managers qui ont déjà eu à prouver par le passé et qui détiennent également des actions de leur entreprise. Et pas des options, des actions en propre. Moi, par exemple, quand je vais analyser une compagnie, si je vois que le PDG gagne, disons, en salaire fixe 1 million, en salaire variable ici, la rémunération variable 2 millions, si on combine les deux, ça fait 3 millions, je veux absolument que l'entreprise, que le manager ici, dépendamment du salaire moyen qu'il a eu à avoir ces dernières années, qu'il ait au moins investi 10% de ce qu'il a gagné en salaire fixe. Donc, si tu as gagné 3 millions, je ne veux pas que tu investisses 300 000, mais que tu mettes au moins 100 000. Mais quand je vois une entreprise, un manager qui prend uniquement des options, qui exerce uniquement ses options, les options qu'il a obtenues ici dans les différents packages ici de compensation, ça me stresse un tout petit peu. Mais j'ai également vu des exemples où le manager n'avait aucune action, je dis bien aucune, mais pourtant c'était un manager 5 étoiles. Et je vous ai toujours parlé de l'exemple ici de l'ancien PDG ici de Stella Jones. OK? Donc, ça peut prêter, voilà, ça peut faire grincer des dents, mais on doit toujours se poser la question, quel est le narratif derrière? OK? Voilà, à mon avis, les 4 principaux facteurs qui établissent la qualité d'une entreprise. Tels que je les ai écrits dans mon blog précédent, j'estime qu'un investisseur qui se concentre exclusivement sur les titres de grande qualité augmente sensiblement sa marge de sécurité à long terme. Donc, la marge de sécurité est à la fois quantitative et qualitative. Le qualitatif, votre marge de sécurité, c'est de vous concentrer uniquement sur les entreprises qui respectent ces 4 critères-là. Durabilité, avantages concurrentiels. Donc, quand on parle de durabilité, donc avec les business qui ont des barrières à l'entrée, rendement des capitaux élevés, marché potentiel important, donc croissance ici, et une équipe de direction solide. 4 piliers. D'accord? Et ensuite, acheter cette compagnie-là à une évaluation qui semble attractive. OK? Je vous ai tout dit, la partie évaluation, c'est la partie la plus facile. C'est cette partie-ci qui peut sembler assez complexe. Parce que pour évaluer le modèle d'affaires, la barrière, etc., il faut lire. Non seulement sur l'entreprise, mais également sur les concurrents. Et parfois, vous vous retrouvez ici en train de faire des recherches sur une entreprise et finalement, vous achetez le concurrent. Par exemple, moi, j'ai commencé sur Expedia parce que Expedia m'intéressait quantitativement. Mais quand j'ai lu les rapports financiers sur Booking, j'ai préféré Booking direct. OK? Et cette connaissance, ça s'accumule avec le temps. Ça reste. Ça ne disparaît pas du tout. Donc, vous ne perdez pas du temps en lisant les rapports financiers. Et si vous pensez que c'est difficile, c'est chronophage, oui, c'est chronophage. Mais ça vous permet de sauver votre argent. Si vous n'êtes pas prêt à faire le travail nécessaire, achetez un ETF et restez tranquille. C'est tout. Personne n'oblige qui que ce soit à faire du stock picking. Si vous faites du stock picking, faites-le au moins correctement. Ne le faites pas ne le faites pas comme monsieur tout le monde, comme un investisseur amateur lambda. Parce que vous êtes des propriétaires de l'entreprise. Acheter une action, c'est acheter un droit de propriété. Acheter une action, c'est acheter un droit de propriété. Même si j'ai une seule action, je suis autant actionnaire que Bernard Arnault. Donc je peux aller dans un magasin LVMH et voir à peu près comment se comportent les employés, etc. Je suis propriétaire même avec une action.
Bon, pas au même titre, je n'ai pas autant d'actions que Bernard Arnault, mais quand il reçoit un dividende, je reçois également à peu près la même chose, dépendamment de mon nombre d'actions. OK? Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez retenu ces 4 éléments-là. Copiez-les. Et il ne faut pas juste copier. En fait, prenez les 4 éléments, prenez une entreprise que vous aimez bien, que vous avez la facilité de comprendre, et essayez de vérifier si cette entreprise-là respecte ces critères. Simple. Pas besoin d'aller acheter un screener de je ne sais pas quoi qui va vous montrer qu'il faut acheter une entreprise parce qu'on a ici 6 sur 10 ici sur la profitabilité. On a le score de je sais pas moi, Pikroski, je ne sais pas quoi. Non. Lisez. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Ah, vous allez utiliser ChatGPT. Vous ne pouvez pas... En fait, utiliser même ChatGPT sans toutefois connaître même déjà l'entreprise par soi-même, c'est une grosse erreur parce que ce qu'il va vous raconter, vous ne saurez même pas si c'est vrai ou faux. Et j'ai déjà eu à le tester une fois. Donc, le fait que les gens se disent que non, avec l'intelligence artificielle, on va s'en sortir, pour le moment, ce n'est pas trop ça. Il faut déjà connaître son sujet. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. D'accord ? Et si vous pensez que je mens, utilisez ChatGPT ici dans vos secteurs, dans vos domaines de compétences respectifs. Posez-lui des questions par rapport à vos domaines de compétences respectifs. Vous allez voir que de temps en temps, les réponses qu'on vous donne, vous pouvez apporter des nuances. OK? Toujours avoir l'esprit critique. C'est déterminant. Une fois que vous ne l'avez plus, c'est fini, vous êtes un légume, vous êtes un mouton et vous êtes mort. Et les moutons se font dépecer. Enfin, non, les moutons se font tondre. On va le dire comme ça. Bref, 4 facteurs à retenir pour évaluer une entreprise qualitativement. Les voilà, vous les prenez, vous les appliquez. Il faut pratiquer. C'est important.